La grande époque où tout le monde prétendait jouer selon les mêmes règles est terminée. Ça m'arrache de dire ça, mais Emmanuel Macron avait raison. Tout a été touché. C'est une guerre sans règles, où le droit international est piétiné, et où les seules règles qui s'appliquent sont celles du plus fort, et les ambitions impérialistes refont surface. That's the rule of the game. Don't question the rule of the game. It's always been like that. You have to follow these rules. That's bullshit. Ne suivez pas les règles. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve face à une question cruciale. Reprendre le contrôle de ses propres règles ou alors continuer à suivre celles des autres. Ce qui implique une rupture claire avec l'unicité juridique occidentale. Abonnez-vous, likez et partagez. J'explique tout sur Pensez le Monde. Avant de continuer, je vous rappelle qu'Olacraft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, de miniatures et des techniques d'animation utilisées par les grands studios. On ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam, pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail et le numéro. Le lien du site est en description. Revenons au sujet. Depuis les indépendances de façade dans les années 60, les États africains ont considéré le respect du droit international comme une sorte de diplôme de responsabilité, donc la preuve qu'ils sont responsables. C'était une manière de dire au monde, regardez, nous sommes des États sérieux, on fait comme vous. De la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 jusqu'à la création de l'Union africaine en 2002, le continent a affiché son attachement aux principes dits universels. Dans cette logique, les règles internationales entrent directement dans les lois nationales des États africains, parfois même en remplaçant les lois nationales. Avec le temps, il y a plusieurs crises, notamment autour du statut de Rome et les tensions avec la Cour pénale internationale depuis 2009, qui ont mis en lumière une faiblesse profonde. La question devient alors inévitable. Est-ce que l'Afrique doit continuer à laisser les règles occidentales dominer son droit à lui ou reprendre la main en adoptant un système dualiste, c'est-à-dire où chaque règle étrangère est d'abord validée, consciemment acceptée et totalement souveraine? Déjà qu'on est en train de parler du statut de Rome, en quoi est-ce que ça concerne Bamako, Niamey ou encore Ouagadougou? Tout ça, évidemment, dans le cadre des conventions de Genève. Conventions qui ne concernent bien évidemment que le canton de Genève. Sortie de Genève, open bar. Le terme monisme que je vais parfois utiliser désigne une doctrine philosophique selon laquelle la réalité d'un fait, d'une constante, est constituée d'une seule vision du monde ou alors d'un seul principe unique, ce qui est débile dans un univers aussi riche que le nôtre. Le monisme en droit repose sur une idée simple. Il n'existe qu'un seul système juridique global. En clair, les lois internationales et les lois nationales ne font qu'un. Après les indépendances, il y a beaucoup d'États africains qui ont donc adopté cette approche, car elle semblait ouvrir trois avantages immédiats. Être reconnu sur la scène mondiale, se protéger officiellement contre les invasions ou alors les modifications de frontières et entrer rapidement dans le cercle des nations respectées. Sur le papier, c'était séduisant, uniquement sur papier, parce que dans la pratique, ce mécanisme a aussi permis aux puissances coloniales européennes et à leurs alliés occidentaux, tous confondus, de continuer à exercer une influence, non plus avec l'armée, mais avec les textes juridiques et avec la loi. Le droit international devient alors un outil politique capable de sanctionner certains dirigeants jugés trop indépendants. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme donc. Ça fait partie de ce système-là. Ce n'était pas que économique, ce n'était pas que militaire, c'était aussi juridique. Exécutif. Un exemple apparaît donc dès 1964 avec la résolution du Caire adoptée par l'Organisation de l'Unité africaine. Celle-ci déclare que les frontières héritées de la colonisation sont intouchables en s'appuyant directement sur les principes de l'ONU. C'est-à-dire, ils ne prennent pas du tout en compte la souveraineté des peuples, ils disent juste que c'est intouchable. Pour quelle raison? Parce qu'ils en bénéficieraient. On se retrouve donc avec les lignes tracées par le colonisateur qui deviennent juridiquement sacrées. Et les familles ont été séparées comme ça, par des décrets signés par des gens qui ne nous connaissaient pas. Plus tard, en 2000, l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment dans son article 4, introduit le droit d'intervenir dans un État membre.
en cas de crime grave. Évidemment, un crime grave, c'est vague. Tout peut être un crime grave du moment où tu les énerves. Ça signifie que des normes issues du droit pénal international entraient officiellement dans le fonctionnement interne du continent africain. Ce n'était plus seulement une coopération, c'était une intégration directe de règles extérieures. Cette logique a atteint son sommet avec l'adhésion massive des pays africains au statut de Rome entre 1999 et 2004. L'Afrique devient alors le groupe régional le plus représenté au sein de la Cour pénale internationale. Mais très rapidement, le malaise apparaît. Entre 2002 et 2006, presque toutes les affaires traitées par la CPI concernent des pays africains et des Africains. L'impression commence à se répandre que le tribunal est devenu un tribunal exclusivement tourné vers le continent africain. La Cour pénale internationale, créée pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide. Sur le papier, c'est une grande idée, une justice internationale qui n'épargne personne. En réalité, c'est tout l'inverse. En 20 ans, la CPI est devenue un outil des puissants contre les petites nations. Presque tous les inculpés sont africains. Pendant ce temps, les crimes commis par les grandes puissances restent intouchables. Soudan, RDC, Irak, Afghanistan, Palestine, Yémen, des millions de victimes. Mais aucun président américain, aucun chef d'État européen, aucun général de l'OTAN sur le banc des accusés. Parce que les plus forts n'acceptent pas d'être jugés. Les États-Unis ne reconnaissent même pas l'autorité de la Cour pénale internationale. Et pourtant, cette cour est rapide quand il s'agit d'émettre un mandat contre un chef d'État africain, surtout s'il dérange l'ordre établi. C'est comme si la justice internationale avait deux vitesses, indulgente ou silencieuse avec les alliés des puissants, implacable avec ceux qui s'opposent. On nous dit que c'est pour défendre les droits humains. Mais la vérité, c'est que c'est un levier politique, un moyen de pression, un outil de dissuasion contre les pays qui veulent s'émanciper. Le plus ironique, certains États africains continuent de coopérer avec cette cour, alors qu'elle ne sert jamais à protéger leur peuple. On lui donne nos preuves, nos témoins, et au final, les victimes n'obtiennent ni justice, ni réparation. Alors oui, sur le papier, la Cour pénale internationale, c'est la justice universelle. Mais dans les faits, c'est surtout la justice des vainqueurs. Et tant qu'elle restera sélective, elle ne sera jamais crédible. Moi, je garde les yeux ouverts, mais j'informe. Plusieurs dirigeants africains se retrouvent directement dans le viseur. Omar Bel-Béchir, le président du Soudan, obtient un mandat d'arrêt le 4 mars 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Puis d'un second le 12 juillet 2010 pour génocide. Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, est inculpé le 8 mars 2011. Les charges ont été confirmées le 23 janvier 2012 avant d'être abandonnées le 5 décembre 2014. William Ruto, également au Kenya, voit ses charges confirmées le 3 janvier 2012, puis son dossier classé le 5 avril 2016. Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, est transféré à La Haye le 30 novembre 2011, jugé à partir du 28 janvier 2016. En attendant, il était en prison, puis acquitté le 15 janvier 2019. Une décision confirmée en appel le 31 mars 2021, tout comme son allié Charles Blé Koudé. Toutes ces affaires très médiatisées ont profondément marqué l'opinion africaine et alimenté un débat durable sur l'impérialisme réel et la justice internationale. Ah oui, c'est vrai. Depuis, je ne fais que dire justice internationale, droit international et blablabla. En fait, c'est juste le droit occidental et la justice occidentale. Bon, à partir de maintenant, j'ajuste mon langage. Désolé, parce que je risque induire certains en erreur en continuant avec cette affaire d'international-là. Il n'y a rien d'international, ce n'est que occidental. Donc, je reprends. Ce sentiment d'injustice devient encore plus fort lorsqu'on compare avec d'autres situations. Pendant que plusieurs dirigeants africains sont poursuivis et jugés à La Haye, parfois pour rien des motifs totalement inventés, des responsables politiques occidentaux impliqués dans des interventions militaires, dans des nettoyages ethniques entiers, des trucs majeurs, notamment en Irak en 2003, en Libye en 2011, eux n'ont jamais été jugés, jamais. Jamais. Aucun dirigeant américain ayant lancé l'invasion de l'Irak le 20 mars 2003, ni les principaux responsables européens ayant participé à l'intervention militaire du 19 mars 2011 en Libye, n'ont été officiellement poursuivis par La Haye, ni même inquiétés, n'ont même reçu un mémo de La Haye, rien. Cette différence de traitement montre l'injustice et renforce l'idée que le droit occidental, censé être universel, reste influencé par les rapports de puissance. Et surtout, comme c'est eux qui ont écrit ces lois,
Ils ne sont pas touchés par cela. Ce qui confirme la nécessité pour les Africains de filtrer et de contrôler les engagements internationaux qu'ils prennent afin de protéger la souveraineté, la cohérence et la dignité juridique des États africains. Ce déséquilibre devient encore plus clair quand on regarde comment est-ce que le monde a été organisé après 1945. À la fin des années 1940, les États-Unis mettent en place la doctrine dite de l'endiguement, dont le but initial était de bloquer l'influence de l'Union soviétique. Après 1949, cette stratégie s'étend aussi à la Chine communiste. Depuis la guerre froide jusqu'aux rivalités actuelles, Washington a construit tout un réseau d'alliances, d'accords juridiques et d'institutions occidentales autour de cette logique, empêcher les rivaux stratégiques de prendre trop de place. Aujourd'hui, cette rivalité vise surtout la Chine et la Russie. Or, ces deux pays ont toujours adopté une approche dualiste du droit occidental. Ils n'appliquent les idées occidentales du droit que si elle est validée par leurs propres institutions politiques et constitutionnelles. Ils filtrent ce qu'ils acceptent et sont loin de tout accepter. Pendant ce temps, les pays africains ont choisi une approche moniste, beaucoup trop ouverte, laissant entrer directement les normes occidentales injustes dans leur système. Résultat, on se retrouve exposé à des règles construites dans des textes géopolitiques dominés par des rivalités entre grandes puissances sans avoir le même niveau de protection et le même niveau de contrôle sur ces lois-là que ceux qui les ont écrites. Ça n'a aucun sens. En parallèle, il faut rappeler que plusieurs anciennes puissances coloniales européennes, notamment la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne, ainsi que leurs alliés de l'OTAN, ont pendant très longtemps exercé leur influence, non seulement par la force militaire, mais aussi par des institutions juridiques occidentales qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer et à structurer. Sans tomber dans les théories simplistes, il est évident que le système juridique occidental mis après 1945, reflète aussi les intérêts et la vision des pays les plus puissants. Dans ce contexte, accepter toutes ces règles sans filtre place les États africains déjà fragiles économiquement ou militairement dans une position de dépendance constante. C'est un peu comme jouer à un jeu avec des règles écrites par quelqu'un d'autre sur son propre terrain avec son arbitre et espérer gagner. Ça n'a aucun sens. Les normes occidentales deviennent alors des leviers indirects d'influence ou d'aide financière. La coopération ou même la reconnaissance politique peuvent dépendre du respect immédiat des règles définies ailleurs. Est-ce que ça a un sens? Le mandat d'arrêt contre Omar el-Bashir en 2009 a donc servi de déclencheur. En 2013, lors d'un sommet extraordinaire, l'Union africaine a ouvertement dénoncé ce qu'elle considérait comme une justice internationale sélective. Quelques années plus tard, on a le Burundi qui annonce officiellement son retrait du statut de Rome le 27 octobre 2016. La même année, l'Afrique du Sud envisage elle aussi de quitter ce système. Ces décisions ont mis en évidence une réalité. Dans un monde où le pouvoir est inégalement réparti, l'unicité expose les États les plus faibles à des interventions extérieures dans leurs propres crises internes. Au fond, le véritable problème, ce n'est pas l'existence du droit international lui-même, mais l'idée qu'il serait totalement neutre. Ça, c'est faux. Le droit occidental n'est pas neutre. Pas du tout. C'est le droit occidental. Comment ça pourrait être neutre? L'unicité, donc que tout le monde adopte le même statut, repose sur l'hypothèse que tous les États sont égaux face aux règles. Mais dans la réalité, cette égalité n'existe pas. Les traitements sont totalement différents en fonction des pays. Abandonner le monisme dans notre cas de figure, actuellement là en Afrique, ça ne veut pas dire se couper du reste du monde. Ça signifie plutôt adopter un système dualiste organisé, où chaque règle occidentale ne s'applique dans le pays qu'après avoir été officiellement acceptée et intégrée selon les intérêts constitutionnels et stratégiques du pays en question. Donc, au lieu que les règles extérieures entrent automatiquement en vigueur, l'État garde la clé et décide ce qu'il laisse passer ou pas. Dans cette logique, le dualisme apparaît comme un moyen de sortir définitivement des mécanismes d'influence hérités de la France-Afrique et de l'idéologie de l'Eurafrique et plus largement même des structures néocoloniales et impériales qui ont marqué l'histoire politique du continent depuis la colonisation. Mettre en place un dualisme juridique strict permettrait donc aux États africains de réduire l'impact indirect et direct de certaines règles occidentales construites dans un contexte dominé par ces mêmes puissances occidentales-là depuis le XXe siècle. Ça va redonner aux pays africains
un pouvoir complet sur sa création, l'interprétation et l'application de leurs engagements juridiques internationaux, au lieu de simplement appliquer des décisions prises ailleurs. Sous cet angle, le dualisme présente donc 3 avantages majeurs. Premièrement, il permet de contrôler le rythme et la manière d'appliquer les engagements internationaux. Un État dualiste peut adapter ses obligations à sa réalité économique et sociale, au lieu de devoir tout appliquer bêtement. Cette souplesse est essentielle pour les pays confrontés à des tensions politiques fragiles ou à des contraintes financières importantes. C'est la différence entre courir un marathon à son propre rythme ou être forcé de sprinter dès le départ. Ça change tout sur la façon dont vous continuez. Deuxièmement, il protège l'identité constitutionnelle nationale parce que plusieurs cours constitutionnelles africaines ont déjà rappelé que les traités internationaux ne peuvent pas écraser les principes fondamentaux du droit national. Le dualisme permettrait donc de rendre ce principe systématique, invitant comme ça simplement des conflits juridiques ou alors des crises politiques causées par l'application automatique des règles extérieures. Troisièmement, il renforce la capacité de négociation collective du continent. Si les pays africains adoptent une approche commune sur la manière d'intégrer les normes internationales, ils augmentent leur poids dans les institutions mondiales. La réforme adoptée par Malabo en 2014, qui a élargi les compétences de la Cour africaine tout en reconnaissant l'immunité des chefs d'État en exercice, montre déjà une volonté de redéfinir certaines règles à l'échelle africaine. Même comme les chefs d'État africains, ont surtout fait ça pour se protéger eux et non pour pouvoir travailler convenablement. Dans un modèle où les règles se fragmentent, où plusieurs centres de pouvoir sont en train d'émerger, où les pays comme la Chine, la Russie contestent ouvertement l'ordre occidental établi après 1945, le dualisme est un outil de souveraineté juridique. Il permet d'éviter que le droit occidental devienne un prolongement de rivalités géopolitiques qui ne concernent pas les intérêts africains. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh,